Aujourd'hui, nous allons parler de lifetime value, de coût d'acquisition, de scaling. Si vous avez une agence, si vous avez une entreprise en B2B, ça peut être un software, quel que soit le type d'entreprise B2B, cette vidéo fera du sens pour vous. Alors, c'est le genre de topic qui soit un petit peu moins sexy, donc je m'attends à que cette vidéo fasse moins de vues, mais je vous garantis que ceux qui regarderont cette vidéo jusqu'à la fin auront beaucoup plus de valeur à travers cette vidéo que n'importe laquelle de mes vidéos de la chaîne, même celles qui ont le mieux fonctionné. Donc j'ai l'habitude de faire des vidéos sur la prospection, sur les stratégies de cold mailing, etc. Mais en réalité, si vous ne comprenez pas ce type de concept que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, n'importe quelle méthode d'acquisition, que ce soit par ads ou par prospection, ne fera pas de sens et vous ne pourrez pas scaler de manière profitable. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires si ce type de vidéo technique vous plaît ou pas pour savoir si au futur je devrais continuer à faire ce type de vidéo ou seulement parler de prospection. J'étais personnellement bloqué entre 5 000 et 10 000 euros par mois en tant que freelanceur pendant des mois avant de pouvoir scaler, recruter et développer une réelle agence. Et je pense que c'est en comprenant ce type de concept que j'ai réellement pu scaler, recruter des personnes et maintenant avoir un réel business et ne pas juste être un one-man show. Dans cette vidéo, on va d'abord parler de l'équation la plus importante d'un business B2B et comment je l'ai appliquée à mon entreprise. On va parler de lifetime value, d'MRR et de valeur de l'argent dans le temps. On parlera de gross margin contre operational margin versus EBITDA, donc des concepts très financiers, très techniques. On va parler de coût d'acquisition et finalement, je vais vous laisser sur un exercice pour que vous puissiez prendre les learnings de cette vidéo et les appliquer à votre business. Donc, quelle est l'équation la plus importante d'un business en B2B? C'est celle-ci. La LTV doit être supérieure au CAC plus Cost of Goods Sold. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? La lifetime value, donc la LTV c'est la lifetime value. Le CAC c'est le coût d'acquisition et le COG c'est le Cost of Goods Sold. Donc votre lifetime value doit être supérieure à la somme de votre coût d'acquisition plus votre Cost of Goods Sold. Donc prenons chacune de ces variables une par une. La lifetime value c'est en moyenne pour tous vos clients de l'agence ou du software ou de quel type d'entreprise vous avez décidé de construire. En moyenne, qu'est-ce que représente un client pour votre entreprise sur l'entièreté de sa durée de vie en tant que client? Donc en moyenne, un contrat, lorsque quelqu'un le signe avec vous, jusqu'au jour où il décide de quitter votre entreprise en tant que client, qu'est-ce qu'il aura rapporté à votre business? Le coût d'acquisition, qui est généralement calculé en euros, mais qu'on peut calculer selon d'autres métriques, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est ce que ça vous a coûté d'acquérir un client. Donc si vous dépensez de l'argent en publicité, c'est en moyenne combien vous devez dépenser en pub pour acquérir un client. Si vous faites du cold email, c'est combien d'argent vous devez dépenser en software avant de pouvoir générer un client. Et le cost of goods sold, c'est tout simplement le coût d'unité supplémentaire de votre service ou votre produit. Donc si vous avez une agence par exemple, le cost of goods sold, ça va être les softwares plus l'humain qui va être tout simplement sollicité pour pouvoir rendre le service à votre client. On ne compte pas tout ce qui est administratif, on ne compte pas le coût d'acquisition dans le cost of goods sold, c'est-à-dire votre publicité, c'est-à-dire vos cold email à vous pour signer des clients, c'est-à-dire votre comptable, votre assistante ou votre assistant. Eh bien, toutes ces personnes ne seront pas comptées dans le cost of goods sold. Par contre, tout ce qui aura un rapport pour délivrer votre service ou votre produit rentre dans les cost of goods sold. Donc, ce qu'il faut en business, c'est que la lifetime value de votre client, ce qu'il rapporte à votre entreprise, soit toujours supérieur à votre coût d'acquisition plus le coût d'une unité pour délivrer votre service ou votre produit. Donc si la valeur d'un client pour ton business est inférieure à cette somme, tu n'es tout simplement pas profitable. D'ailleurs, il ne faut pas confondre la notion de lifetime value avec votre cash collected upfront. Donc je vous donne un exemple. Il est possible de respecter cette équation et tout de même faire faillite si vous avez une mauvaise gestion du cash flow. D'ailleurs, c'est l'erreur que j'ai faite avec ma première expérience dans le business, qui était un business B2C d'e-commerce, et je l'ai payé très cher. Donc si en moyenne, un client vous rapporte par exemple 1000 euros au sein de votre entreprise, et que vous dépensez par exemple 200 euros pour acquérir ce client, et 100 euros pour délivrer le service ou le produit, eh bien 1000 euros, c'est ce que ça vous rapporte, et 300 euros, ce que ça vous a coûté. Vous avez l'impression d'être profitable, c'est génial, mais si votre client vous génère seulement 100 euros par mois, et qu'il vous faut 10 mois pour obtenir les 1000 euros, eh bien, vous allez être à cash flow négatif pendant les 3 premiers mois avant de sortir la tête de l'eau et générer du profit. Et donc, si vous avez une mauvaise gestion de votre cash flow, bien que vous avez respecté l'équation de la lifetime value, vous risquez d'être à cash flow négatif. Donc, j'ai un exemple qui arrive avec un graphique pour vous expliquer un petit peu cette notion. Donc, parlons maintenant de lifetime value de manière plus approfondie.
Parlons de MRR, donc Monthly Recurring Revenue. Donc si par exemple vous avez aujourd'hui un software, c'est une des métriques les plus importantes, ou vous avez une agence, c'est une des métriques les plus importantes. Donc Monthly Recurring Revenue, c'est tout simplement le revenu récurrent mensuel. Donc si vous avez quelqu'un qui vous paye 100 euros par mois, le MRR généré par cette personne, c'est 100 euros tous les mois. Donc le MRR est de 100 euros. Si cette personne reste 10 mois, c'est 100 euros de MRR, 100 fois 10 mois, 1000 euros de lifetime value. Dan Kennedy était un des plus grands marketeurs de l'histoire et il avait cette quote très connue qui est « Whoever can spend the most money to acquire a customer wins ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que la personne ou l'entreprise qui est capable de dépenser le plus d'argent pour acquérir un client va gagner sur son marché. Donc en d'autres termes, celui qui est capable d'avoir le coût d'acquisition le plus élevé tout en restant profitable va gagner. D'ailleurs, chez Scalebometrics, mon agence de prospection et de génération de leads, on a travaillé sur plus de 25 industries différentes. On a envoyé plus d'1 million, j'ai mis 100 millions ici sans faire exprès, c'est plus d'1 million de cold email pour nos clients et pour nous-mêmes. Ce qu'on fait, c'est qu'on restructure l'offre de nos clients. On calcule ensemble ces notions de LTV, de coût d'acquisition pour vous permettre de mettre en place des systèmes d'acquisition scalables et profitables. Si ça vous intéresse de discuter de ça avec des professionnels, je vous ai laissé des liens dans la description pour voir nos études de cas et prendre rendez-vous avec nos équipes. Donc, parlons maintenant de votre plus grand levier, donc votre lifetime value. Afin de pouvoir dépenser le plus d'argent possible pour acquérir un client, il y a seulement 2 leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Le premier, c'est augmenter votre prix, et donc votre lifetime value, ou baisser vos coûts. Mais comme a dit Alex Hormozi, un des plus grands entrepreneurs américains de notre ère, « We can only go down to zero while we can infinitely go up ». En d'autres termes, si vous basez votre entreprise sur une compétition de prix et de coûts, eh bien, vous ne pourrez jamais aller en dessous de 0 en termes de coûts. Donc, vous avez vraiment... en fait, votre levier n'est pas infini. Alors que si vous augmentez votre prix, entre guillemets, théoriquement, vous n'avez pas de plafond d'augmentation de prix théorique. Donc, en d'autres termes, vous pouvez augmenter votre prix à l'infini. Et si vous êtes capable de toujours signer plus de clients, eh bien, votre levier de lifetime value est, entre guillemets, infini. Donc, prenons un exemple concret. Si votre compétiteur si votre compétiteur a une lifetime value de 2 000 euros, alors que votre entreprise a une lifetime value de 12 000 euros et que vous êtes sur le même marché, qui est-ce qui pourra dépenser le plus pour délivrer un service exceptionnel? Qui aura le produit dont la valeur perçue est la plus haute? Qui peut avoir le plus gros coût d'acquisition et surtout qui aura la plus grosse marge? Eh bien, lorsque j'ai démarré, je travaillais avec des entreprises qui n'avaient pas beaucoup d'argent. On travaillait avec des novices, des personnes qui se lançaient dans le business, des boîtes qui avaient beaucoup de difficultés. Donc, on n'était pas en mesure de charger des prix premium. Donc, pour mon agence Scalebometrics, on se retrouvait avec des personnes qui avaient un churn rapide, donc qui quittaient l'entreprise très rapidement, même si on faisait un super boulot. Notre valeur perçue sur notre marché était beaucoup plus faible parce que, in fine, on était une version peu chère du service que l'on vend et de l'offre que l'on vend sur notre marché. Et on n'était pas en mesure de délivrer un super service exceptionnel parce que tout simplement, on n'avait pas la marge pour réinvestir dans une équipe de haut niveau, dans des softwares de haut niveau et réellement pouvoir avoir une relation avec nos clients de proximité. Depuis que j'ai augmenté les prix chez Scalebometrics et qu'on est devenu une version premium sur notre marché, notre taux de conversion sur rendez-vous de vente a baissé naturellement. On signe moins de clients, mais chaque client vaut 3 fois, 4 fois, 5 fois plus qu'un client d'à l'époque lorsqu'on avait démarré. Donc maintenant, on a des marges beaucoup plus saines. On est capable de délivrer un service beaucoup plus qualitatif parce que maintenant, on est capable d'investir dans nos systèmes, dans nos softwares et dans nos équipes. Et in fine, on est capable de croître de manière beaucoup plus rapide que la plupart des compétiteurs de notre marché. Et donc, il faut que vous vous posiez ces mêmes questions. Quel est le prix de vos compétiteurs et comment vous pouvez charger 10 fois plus que vos compétiteurs en délivrant 100 fois plus de valeur? Parce que bien entendu, c'est bien beau de dire je vais charger 10 fois plus que mes compétiteurs, mais si vous n'êtes pas en mesure de délivrer 100 fois plus de valeur, eh bien, vous n'allez pas être en mesure de convertir des personnes sur cette offre 10 fois plus chère. Je vous recommande de lire le livre $100 Million Offers de Alex Hormozi qui explique de manière très spécifique comment créer des offres qui sont, comme il dit, in a category of one, donc des offres qu'on ne compare même plus à votre marché, qui ont leur propre marché. Vous serez le seul sur votre marché, tellement la valeur que vous apportez est infiniment plus élevée que celle de vos compétiteurs et qui donc vous permet de charger 10 fois plus que vos compétiteurs. Il y a quelques considérations à avoir tout de même. Donc, dans un monde de start-upers qui lèvent des fonds par des VC et qui ne jurent que par le MRR, on pourrait avoir tendance à croire qu'il est préférable de vendre un produit à 1 000 euros par mois pendant 10 mois
versus vendre un produit à 10 000 euros tout de suite, mais qui prend 6 mois à être délivré. Du moins, c'était ma vision il y a encore quelques semaines et je pense que c'est dû à mon background. Donc, vous voyez, je viens d'un monde d'ingénieurs, dans le monde de la data, de l'intelligence artificielle. J'ai étudié à Centrale Supélec Paris. La plupart de mes amis sont allés travailler dans le monde de la tech ou de la finance ou dans le monde du VC. Et mes amis entrepreneurs, en général, mon réseau, ce sont des personnes qui ont levé des fonds pour construire des business technologiques. Eh bien, dans ce monde-là, il est vrai que l'on ne jure que par le MRR. Et ça peut faire du sens lorsque on essaye d'atteindre des KPI qui sont arbitrairement posés par notre marché pour pouvoir lever des fonds auprès des VC et peut-être un jour exit son entreprise. Mais lorsque vous êtes une entreprise à cash flow, donc une entreprise qui ne lève pas des fonds, vous pouvez être un software, une entreprise de service, un coach, un consultant ou n'importe quel de ce type d'entreprise, eh bien c'est différent. La question que vous allez vous poser, que je vous pose pour que vous puissiez comprendre ce concept, c'est pourquoi pensez-vous que vous payez des taux d'intérêt à la banque lorsque vous empruntez de l'argent? C'est parce que l'argent a plus de valeur aujourd'hui qu'il n'en a demain. Eh bien, c'est le même principe en business. Ce qui compte, c'est la lifetime value et non pas le MRR. In fine, 10 000 euros maintenant, c'est même préférable à 1 000 euros par mois pendant 10 mois. Parce qu'au final, vous obtenez la même valeur client, vous avez la même marge, vous avez donc la même capacité d'investissement dans vos coûts, dans vos softwares, dans vos équipes. Cependant, si vous avez 10 000 euros tout de suite, eh bien, vous pouvez déployer cet argent de manière beaucoup plus efficiente et tout de suite pour délivrer un service exceptionnel. Et donc la banque, lorsque vous demandez un prêt à la banque, c'est ce que vous demandez tout simplement, c'est juste qu'on puisse vous actualiser vos cash flows futurs. Aujourd'hui, ce que vous empruntez, ce n'est pas l'argent de la banque, ce que vous empruntez, c'est votre argent que vous allez obtenir plus tard. Et donc vous payez un premium sur ça parce que vous considérez que l'argent que vous allez obtenir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans a plus de valeur aujourd'hui parce qu'il va vous permettre potentiellement d'acheter une maison, d'acheter une voiture ou d'investir dans votre entreprise. Et la banque le sait et donc elle vous charge un premium qui est le taux d'intérêt pour vous permettre d'obtenir une avance sur ces fonds-là. Eh bien, c'est le même principe en business. Pour moi, tout ce qui compte, c'est la lifetime value et non pas le MRR. Maintenant, parlons de gross margin versus operational margin. Donc, dans notre équation, nous avons la lifetime value. On vient de la définir. Il nous manque donc 2 variables à définir, le coût d'acquisition et le cost of goods sold, donc le COG. Voilà un graphique qui explique à peu près ce que représente chacune de ces types de marges. Donc, vous avez le chiffre d'affaires tout à gauche qui représente ça. La gross margin, donc la deuxième barre ici sur l'écran, c'est tout simplement votre chiffre d'affaires moins ce que vous avez dépensé pour délivrer le service. Encore une fois, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, il ne faut pas confondre la gross margin avec l'operational margin. La différence entre ces deux-là, c'est que la gross margin ne prend pas en compte tous les coûts de votre entreprise, mais seulement ceux qui sont directement liés à la capacité de votre entreprise à délivrer une unité supplémentaire de service ou de produit. Alors que l'operational margin va prendre en compte l'intégralité de vos coûts. Dans ces coûts-là, il y a le coût d'acquisition, donc ce que vous avez dépensé en marketing et publicité, il y a votre assistant ou assistante, tout ce qui a un rapport avec l'administration, votre comptable, etc., votre site internet, etc., etc. Et derrière, vous avez l'EBITDA, donc votre profit avant impôt. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas confondre gross margin avec operational margin parce que lorsque vous allez faire votre calcul avec la LTV, ce qui compte, c'est votre cost of goods sold et non pas l'intégralité des coûts de votre entreprise parce qu'in fine, les autres coûts de votre entreprise, vous pouvez potentiellement les enlever et ils n'ont rien à voir avec votre aptitude à délivrer votre service ou votre produit. Donc, on a parlé de lifetime value. Maintenant, on a défini c'est quoi le cost of goods sold et votre gross margin versus operational margin. Parlons maintenant de la troisième et dernière variable qui est votre coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, en général, on le calcule à l'aide de KPI financiers, donc d'euros, de dollars, etc. Donc, lorsque c'est le cas, c'est généralement dérivé de vos montants dépensés en publicité, par exemple. Vous dépensez 1 000 euros en publicité, vous signez 5 clients, 1 000 euros divisé par 5, eh bien ça fait 200, donc votre coût d'acquisition est de 200 euros. Peut-être que vous faites du cold mailing et de la prospection. Eh bien, il va falloir additionner le coût de vos noms de domaine, vos adresses mail, du scrapping de vos listes de prospects. Par exemple, imaginons que vous dépensiez 500 euros par mois en software de prospection. Vous signez un client. Eh bien, tous les mois, votre coût d'acquisition client est de 500 euros. Cependant, on peut aussi calculer notre coût d'acquisition avec d'autres métriques.
Par exemple, les ressources, ça peut être les heures passées à prospecter. Peut-être que vous passez 100 heures par mois à prospecter, que ça vous permet de signer 10 clients, et bien votre coût d'acquisition client est de 10 heures. Ça peut être les actions entreprises, donc ça peut être le nombre d'emails envoyés pour signer un client ou le nombre de cold calls passés pour signer un client. Mais in fine, vu qu'une entreprise, eh bien, ça a besoin de payer ses employés en euros et de payer ses impôts en euros, et que vous avez peu besoin de vous payer des salaires, en général, on les compte selon des KPI financiers. Un coût d'acquisition healthy, c'est un coût d'acquisition à peu près 20% du chiffre d'affaires de votre entreprise et donc 20% de votre lifetime value client. Je vous invite maintenant à faire ce petit exercice pour réellement prendre la valeur de cette vidéo. Ça ne sert à rien de regarder cette vidéo, de cliquer sur la vidéo suivante et de ne pas appliquer ces concepts. Le problème de la plupart des entreprises qui n'ont pas ce genre de KPI en place, c'est qu'elles ne peuvent pas réellement scaler à l'aide de méthodes d'acquisition digitale. Lorsqu'on fait de la prospection, lorsqu'on dépense en publicité, lorsqu'on crée du contenu, eh bien, il y a des coûts qui y sont associés. Donc, votre coût d'acquisition n'est pas nul. Et si vous avez une équation d'LTV, CAC et Cost of Goods Sold qui n'est pas optimisée, eh bien, vous ne pourrez pas dépenser de l'argent pour acquérir des clients. Et vous allez me dire, oui, mais Otman, la plupart des entreprises ne connaissent pas ces KPI. Et oui, vous avez raison, mais la plupart des entreprises de nos jours, elles attendent que leur bouche à oreille et que leur réseau leur apporte des clients. Et la plupart des entreprises ne font pas d'argent. La plupart des entreprises sont à peine break-even, ont des marges de profit extrêmement faibles, et le propriétaire ou le fondateur ou le CEO de cette entreprise ne se paye même pas de réel salaire ou dividende convenable. Donc si vous avez envie de scaler une réelle entreprise qui est profitable et qui puisse vous payer un jour un bon salaire et de bons dividendes, il est primordial de faire le travail qui est difficile, qui n'est pas sexy, donc celui que je vous présente à l'écran, et de réellement comprendre vos KPI. Donc, sur ce schéma, on a votre chiffre d'affaires. Si on part du principe que vous avez un profit ou une target de profit d'à peu près de 50%, eh bien, voici comment vos KPI doivent se décliner. Votre coût d'acquisition client est probablement à peu près 20% de votre chiffre d'affaires ou lifetime value. Votre cost of goods sold est lui aussi d'à peu près 20%, c'est-à-dire que votre marge avant vos operational costs est de 80%. Et finalement, votre operational cost, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui est lié aux employés qui ne font pas, en fait, toutes les activités qui sont liées à votre service ou votre produit rentrent dans operational cost, ça représente à peu près 10% d'un business healthy. Donc le coût d'acquisition à 20%, plus cost of goods sold à 20%, plus operational cost à 10%, ça donne une marge d'à peu près 50% avant impôt. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est tout d'abord de déterminer votre coût d'acquisition actuel. Donc, regroupez toutes les activités marketing et sales des 3 derniers mois de votre entreprise, divisez-les par le nombre de clients que vous avez signés. Ça vous donnera votre coût d'acquisition. Puis, déterminez votre lifetime value. Je vous invite à regrouper la data historique de votre entreprise, donc votre chiffre d'affaires divisé par le nombre de clients que vous avez signés, et ça vous donnera votre lifetime value par client. La plupart des gens trichent à cette étape. C'est-à-dire qu'on se dit « Ah, mais non, ce client qui m'avait apporté que 1000 euros, c'était un outlier parce que c'était pas un super client, donc je le compte pas. Ah non, mais ce client-là, cette entreprise-là, c'était un one-shot, donc c'est pas vraiment dans la lifetime value. » Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut littéralement prendre tous vos clients, sinon vous allez fausser vos résultats et je vous garantis que vous allez obtenir des coûts d'acquisition et des chiffres de lifetime value qui ne vont pas vous plaire, mais au moins vous allez faire face à la réalité de votre entreprise et derrière, vous allez pouvoir mettre en place des actions pour derrière obtenir les chiffres et les KPI qui vont vous permettre de scaler votre boîte. Étape 3, c'est déterminer votre marge brute, donc votre gross margin. Donc calculer le coût d'une unité supplémentaire pour délivrer votre service ou votre produit, puis déterminer donc les pourcentages finaux et ainsi vous allez avoir une bonne idée sur l'état actuel de votre business et si vous êtes en mesure de scaler à l'aide des méthodes d'acquisition digitale. Et derrière, mettez-vous en tête d'essayer de vous approcher au maximum des chiffres que je vous ai mis sur ce graphique pour pouvoir réellement travailler soit avec une entreprise telle que la nôtre, soit mettre en place par vous-même des méthodes d'acquisition telles que les ads ou de la prospection pour pouvoir scaler de manière prédictible. Si ce type de vidéo vous plaise, encore une fois, je vous invite à me laisser un commentaire et de liker cette vidéo pour que je puisse comprendre que vous avez envie de voir plus de vidéos de la sorte sur la chaîne. Même si ça ne vous plaît pas, eh bien, au moins laissez-le moi savoir dans les commentaires pour que je puisse savoir quel type de contenu créer sur la chaîne. C'est en vous abonnant et en likant ce type de vidéo que ça m'encourage derrière et que ça pousse mes vidéos avec l'algorithme YouTube à de nouvelles personnes et donc que la chaîne va grossir. Donc je vous invite vraiment à encourager la chaîne avec un petit like, un petit bouton subscribe, ça fait toujours plaisir.
Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur nos services, que vous avez envie potentiellement de déléguer votre prospection, de créer des systèmes d'acquisition qui vous permettent de signer 2 à 5 nouveaux clients tous les mois de manière prédictible, répétable et profitable, eh bien, il y a plus de ressources dans la description concernant Scaleba-Metrics pour prendre rendez-vous avec notre agence, pour potentiellement voir nos études de cas et les interviews clients, s'abonner à notre newsletter et toutes les autres ressources gratuites. C'était Othman, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.